Lewo korjo jogoji Senghor. Lewo korjo jogoji Senghor. Lewo madmanoy hole madwayakan. Lewo korjo jogoji Senghor. Lewo madmanoy hole madwayakan. Naturellement, je ne parlerai pas des éloges. Nous sommes en Afrique et en général, on emploie beaucoup les superlatifs. Les éloges ne sont pas toujours mérités. Le grammairien et académicien qui a ainsi parlé disait au journaliste qu'il avait l'habitude de convoquer pour des leçons d'élocution et de grammaire qu'il avait toujours son petit Robert. C'est ce dictionnaire de la langue française que nous avons aussi consulté à l'occasion pour avoir la définition exacte du mot superlatif. C'est ce qui est suprême, ou exprime le degré supérieur d'une qualité, définie absolument ou par rapport à un exemple. En posant comme postulat que l'absolu appartient à Dieu et que le relatif du superlatif n'exprime souvent que la vanité, l'on peut donner acte à l'homme de foi qui a par ailleurs la maîtrise du verbe de vouloir rester humble devant les éloges. Alors la gageure, c'est de servir Senghor, sans le superlatif, en mettant en situation l'homme face à des personnes qui l'ont connu, côtoyé ou servi dans ses fonctions politiques, dans la camaraderie comme dans l'adversité, ou qui ont partagé avec lui des moments d'intimité. Pour ne pas remonter loin dans l'histoire, l'on prendra comme repère le Sénégal indépendant, après l'éclatement de la Fédération du Mali. Senghor est président de la République, Mamadou Dia président du Conseil, et Maître Lamine Gueye préside à l'Assemblée nationale. Chacun a son pouvoir, défini par la Constitution, et l'an 1 de notre indépendance s'est célébré dans l'unité nationale et dans le plus grand faste. Pas moins de 70 nations représentées aux festivités du 4 avril 1961, marquées par le baptême de la place de l'indépendance, de grandes manifestations sportives devant les hôtes de marque de la République, de somptueuses réceptions ainsi qu'un grand défilé militaire. Hélas, un an après, le 17 décembre 1962, le jeune État est ébranlé dans ses fondements. Les chefs sont en désaccord. Face à une motion de censure, M. Mamadou Dia, président du Conseil, fait cerner l'Assemblée nationale. Coup d'État, s'exclament les uns, tandis que les autres s'interrogent. De ce bras de fer, Senghor sort vainqueur, servi par son habileté et par la fidélité de ses amis. En 62, c'est Elhadji Seydou Nourou Tall qui m'a fait appeler. Il était à peu près 8 heures du soir qui me dit « Moi, c'est Senghor. Parce qu'il se passera des événements. » J'ai été avec Elhadji Ousseynou Seck. Et nous avons passé la nuit du 18 décembre 1962 au Palais. Par la suite, Guiabert a fait délivrer Magatte Lô, Ousmane Ngom et Ablaye Fofana. Et ils ont passé aussi la nuit au Palais. Vers 5 heures du matin, se sont présentés Jean-Alfred Diallo, responsable des forces armées, de l'armée, Tamsir Ba, responsable de la garde républicaine, et Ahmed Fall, responsable de la gendarmerie. Ils ont dit à Senghor s'est réveillé, ils ont dit voilà, nous ne comprenons plus, nous ne comprenons rien, parce que nous sommes des militaires, nous avons appris à obéir, mais on ne sait plus à qui il faut obéir. Est-ce le président de la République, est-ce le président du Conseil? Senghor n'a pas répondu. Il a mis sa robe de chambre, il a pris sur sa table une constitution, il a lu l'article qui disait que le président de la République est le chef des armées. J'étais là, présent. Ils se sont mis au garde-à-vous, tous les trois. Ils ont dit bien, nous connaissons notre chef, nous allons le dire au président du Conseil. Donc, ils ont pris la décision de respecter, de suivre les directives du président de la République. Or, on a beaucoup dit autre chose. Voilà la vérité, parce que j'y étais.
moment du coup d'État, Senghor m'a rappelé et m'a nommé ministre des Affaires étrangères après les affaires avec Mamadou Dia. Puis j'ai été, non, un peu avant d'ailleurs, puisque Mamadou Dia était encore Premier ministre quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Mais enfin, c'était un espèce de replâtrage qu'il y avait eu. Doudou Thiam était ministre des Affaires étrangères, on l'a mis à la justice, et quand nous avons eu le dessus sur Mamadou Dia, Doudou Thiam est retourné aux Affaires étrangères, et moi j'ai pris la justice, et c'est à moi qui est incombé, qui était ministre de la Justice au moment du procès. Et j'ai eu là un déchirement terrible, car mon meilleur ami, Ibrahim Assar, était parmi les inculpés. Senghor est désormais le seul maître à bord, et son autorité sur l'État, ainsi que ses responsabilités face à la République, deviennent totales et entières. Pour faire face aux nombreuses contraintes du régime présidentiel, un credo, l'organisation et la méthode, qu'il faut d'abord assimiler en tant que chef, avant de l'attendre des autres. Une autre fois, il a appelé le Gassama, qui était commandant de la marine, capitaine de corvette, commandant de la marine. Il a demandé à Correa, sa secrétaire, il faudra demander à M. Gassama de venir me voir. La secrétaire qui fait la commission. Et le jour J, que Gassama devait venir, il n'a pas vu venir. Mais entre-temps, Gassama s'en était référé au chef d'état-major pour lui dire, écoutez, la secrétaire du président m'a demandé de venir, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, je consulte le ministre. Il m'a appelé pour me le dire. J'ai dit, vous direz à Gassama de ne pas répondre à l'invitation du président. Le jour J, à l'heure, dit sa secrétaire, mais oui, M. Gassama, la secrétaire qui prend son téléphone, qui appelle Gassama. Gassama lui dit, écoutez, mes chefs supérieurs m'ont dit de ne pas venir. Et la secrétaire de repasser le président. Ah, mais j'avais demandé à Gassama de venir voir, je ne l'ai pas vu. J'ai dit à Gassama de ne pas venir voir M. le Président. Vous savez, il y a des règles et des principes dans l'armée. Le respect de la hiérarchie et la discipline. Si nous n'avons plus ça dans notre armée, nous la détruisons. Je ne peux pas aider à ça. Ah bon. Alors quand est-ce qu'il peut venir voir? Il me répond, je dis, vous me dites quand est-ce qu'il voudra, vous voulez le recevoir, je le laisserai venir. Il a tout à fait accepté. Et c'est peut-être pas des hommes comme ça qu'on rencontre souvent à la tête des États africains, qui acceptent qu'on porte la contradiction quand il le faut. L'homme qui avait une vie extrêmement rangée, qui avait une exactitude extraordinaire. Et je peux vous raconter un petit incident. Un jour, nous étions en Conseil des ministres. Senghor fixait le Conseil des ministres, mettons, à 9h. Et à 9h moins 5, il arrivait. Alors nous arrivions entre-temps, nous lui disions bonjour, on s'asseyait. Et à 9h pile, si c'était 9h, la séance est ouverte. Et un jour que nous étions assis, il venait de dire la séance est ouverte, mon ami frère Babacar, Alioune Badara Mbengue, est arrivé avec peut-être 2 minutes de retard pour manifester qu'il tenait beaucoup à l'exactitude. Senghor lui a dit, monsieur le ministre, excusez-nous, vous reviendrez la semaine prochaine, nous avons déjà commencé. Et Badara Mbengue était ministre de quoi? Il devait être ministre, je ne me rappelle pas, il a été ministre des Travaux publics, il a été ministre des Affaires étrangères, c'est celui de nous tous qui est resté le plus longtemps ministre. Hélas, nous l'avons perdu il y a quelques années. C'était un ami très cher et nous étions tous perturbés. Et jamais plus personne n'est arrivé en retard au Conseil des ministres. Cependant, la rigueur dans la gestion des hommes ne met pas Senghor à l'abri des soubresauts de sa société et de son époque. Des émeutes vont éclater en 1963 à l'occasion des élections. Senghor lui-même échappe à une tentative d'assassinat. Un meurtre est commis dans les rangs de son propre parti. Oui, j'étais là, à la grande mosquée, parce que c'était à l'occasion de la prière de la Tabaski. J'ai vu tout d'un coup les gens se précipiter autour de Senghor, de maîtriser quelqu'un et de dire que c'était une tentative d'assassinat. Et je sais que par la suite, il y a eu beaucoup de pression sur Senghor. Il a beaucoup hésité avant de faire fusiller Mustapha. Mais il a pensé que c'était là un exemple qu'il fallait donner, parce qu'il ne fallait pas laisser le Sénégal s'enliser, ou aller en tout cas dans une situation qui pourrait
demain être imité et devoir abattre des hommes politiques. C'est tout comme quand il a voulu faire, enfin, il n'a pas accordé sa grâce à l'assassin de Demba Diop. Et quand le garçon, paraît-il, avant d'être fusillé, a crié vive Senghor, Senghor est resté 24 heures à pleurer. 24 heures. Chaque fois qu'il a pensé à ça, il s'est mis à pleurer. Et bien après, d'ailleurs, chaque fois qu'il rappelait cet événement, on voyait ses larmes couler. Quand je suis allé l'autre année au Canada, Pierre Elliott Trudeau, revenu du Parlement, m'a dit fièrement qu'il venait de faire abolir la peine de mort. Je lui dis, je ne vous félicite pas. Ou plus exactement, peut-être que chez vous, la peine de mort n'est pas dissuasive. Mais au Sénégal, la peine de mort est encore dissuasive. Je ne suis pas pour la mort, je suis contre la violence. C'est Dieu qui juge. Mais entre les vies des bandits et les vies des honnêtes gens, j'ai choisi les vies des honnêtes gens. Chez nous, la peine de mort est encore dissuasive. Encore que nous n'en abusions pas, depuis l'indépendance, il y a eu, je crois, 4 exécutions et il m'est arrivé de gracier, surtout quand il s'agit d'une femme. Car, en général, quand il y a des querelles dans les ménages, en général, ce sont les hommes qui ont tort. L'homme est réputé pour son humour, même dans des situations difficiles. Ainsi, il avait une manière particulière de prononcer le nom anglo-saxon du plus célèbre des 68 arts, Daniel Cohn-Bendit. Avec cette application dans l'articulation qu'on lui connaît, Senghor disait « Daniel Cohn-Bendit » et personne ne peut lui reprocher de franciser le nom de cet homme lié aux événements du fameux mois de mai 1968 qui ont déstabilisé plus d'un régime. Au Sénégal, certains affirment que le pouvoir était dans la rue. Évidemment, 11 ans avec le président Senghor, c'est un long bail, d'autant plus qu'il s'est passé des événements historiques. Et avec le recul, on n'a pas encore fini de les analyser et pour mieux les comprendre. Il y a eu des interprétations plus ou moins tendancieuses, plus ou moins inexactes. D'ailleurs, il faut bien dire les choses comme ça, mais enfin l'histoire est ainsi faite, chacun l'écrit à l'occasion, à sa manière, souvent d'ailleurs pas par mauvaise foi, mais par manque d'informations qualifiées. Bien, les 11 ans, vous savez dans quelles conditions j'ai été amené à accepter le redoutable honneur de prendre en main cette armée dans des circonstances dramatiques, dirais-je, ou qui auraient pu le devenir. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et mon Dieu, on a pu recréer la cohésion de l'armée et des forces publiques et avoir quelque chose de cohérent. Il s'est passé bien des événements, bien sûr, le plus marquant, je crois, les plus marquants furent ceux de mai 68. Vous deviez être bien jeune. Hein? Eh bien, nous nous sommes trouvés dans une situation difficile. Il faut bien reconnaître que le président a été lui-même inquiet, car, comme vous le savez, il y avait la connexion des étudiants, dont vous étiez peut-être, et des syndicalistes. Donc, l'armée a été réquisitionnée pour, éventuellement, j'abrège, je ne veux pas entrer dans les détails, apporter son appui, comme il est de coutume, lorsque les forces de l'ordre, police, gendarmerie sont débordées, c'est l'armée qui vient apporter le poids de sa puissance pour les appuyer, éventuellement régler le problème. Et en 68, justement, c'est un détail sur lequel j'aimerais revenir parce qu'on a raconté beaucoup de choses. Vous savez, ça allait si mal, il y avait une vague de mécontentement à travers le pays. C'est pas nouveau, il y en a partout, périodiquement. Et donc, j'avais pris l'initiative de rassembler à Dialdiop tous les officiers disponibles dans la garnison pour faire le point avec eux, et voir les sonder, voir un peu quels étaient leurs états d'âme, leur opinion sur la situation, me proposant d'aller rendre compte au président de la République. J'avais prévenu d'ailleurs. Et donc, après cette réunion où chacun s'était exprimé, avait exposé ses griefs et autres, j'étais allé voir le président. À son bureau, il m'avait reçu, je lui avais expliqué,
Et alors c'est là le point un peu controversé. Il m'avait dit, moi-même, je ne sais que penser là-dessus, mais général, prenez le pouvoir. Je sais comment avec vous tout se passera bien. À quoi je répondis, mais Monsieur le Président, vous avez le pouvoir, gardez-le. Je n'ai pas à prendre le pouvoir, je viens simplement vous rendre compte de l'état d'esprit des officiers. Mais je peux vous assurer que vous pouvez compter sur la loyauté de l'armée et de son chef. Bon, je suis persuadé que, parce que le président Senghor, c'est un homme, je ne me permettrai pas de dire rusé, mais je le dis quand même, il savait ce qu'il disait, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, je crois d'autant plus qu'il me l'a dit sur un ton un peu goguenard, je n'ai jamais pu, en toute sincérité, me convaincre de sa sincérité ou de sa plaisanterie. Mais je crois qu'il était mi-figue, mi-raisin, parce que d'abord, quand il a su que j'avais décidé de réunir tous ces officiers, en lui rendant compte d'ailleurs, pour ne pas qu'on s'empresse d'aller en faire une interprétation erronée, ça y est, le général Diallo réunit tous les officiers, ils vont faire un coup d'État, alors qu'il n'en était pas question, il ne pouvait pas en être question. Mais enfin, il m'avait dit ça. Alors, bon, je lui ai répondu que je n'avais rien à en faire, il l'avait, qu'il pouvait compter sur la loyauté de l'armée, mais par contre, je m'étais permis de lui suggérer de nommer un Premier ministre, car je dis, vous ne pouvez pas descendre toujours directement dans l'arène à chaque événement, il faudrait que vous ayez un intermédiaire. À quoi il avait répondu, mais j'y pense beaucoup, écoutez, laissez-moi 2 ans, je vous promets que j'en nommerai un. J'ai dit, Monsieur le Président, vous n'avez rien à me promettre, je me permets de vous faire une suggestion, maintenant à vous de décider. Effectivement, 2 ans après, en 70, un beau jour, au cours d'une audience, le président me dit, ça y est, je vous avais dit que dans 2 ans, je nommerai un Premier ministre, je suis décidé à le faire. Maintenant, je suis en train de chercher l'homme idoine. J'ai fini par le trouver en la personne de Abdou Diouf. Je l'ai éprouvé. Sans doute, l'une des épreuves du Premier ministre était les longues absences du chef de l'État. Senghor voyageait beaucoup malgré l'instabilité et les incertitudes de l'époque. Il partait pour de longs périples, au cours desquels il rencontrait les grands de ce monde et recevait tous les honneurs en tant qu'homme d'État et homme de culture. Il est sans doute docteur honoris causa et citoyen d'honneur des universités et des cités les plus prestigieuses du monde, sans compter son admission à l'Académie des sciences morales et politiques. Toutefois, l'homme ne répugnait pas à troquer ses tenues d'apparat contre un chapeau et une saharienne de campagne pour aller à la rencontre du Sénégal des profondeurs. Dans ses tournées dites économiques, Senghor parcourait parfois plus de 1000 km en 7 jours. Il déclarait en 1959 que l'erreur des Russes avait été de négliger les paysans et l'agriculture. Comment le pourrait-il, lui, le fils de Laman, ayant beaucoup de parents et d'amis dans le Baol? Et il avait également un certain culte de l'amitié, parce que chaque fois qu'il venait à Diourbel, d'abord même de ses vacances parlementaires, il venait parfois rendre sa tournée politique. Il allait voir des amis, quelqu'un qui s'appelait Soudou Faye, il était président des anciens combattants, un nommé Gigansen, un petit commerçant installé à domicile. Il se rendait à Kayel, voir Cheikh Yabou Diop. Il allait également et surtout voir Serigne Fadilou Mbacké, le khalife général des Mourides. On lui réservait un accueil tout à fait particulier et chaleureux. Serigne Fadilou le considérait vraiment comme un fils. Donnait des conseils, lui apportait son appui politique total, lui prodiguait des conseils et vraiment lui portait une certaine affection. Et Senghor, dans nos campagnes, disait toujours aux paysans que de toutes les manières, ma première mission à votre endroit, c'est d'abord de vous libérer des féodalités traditionnelles qui vous écrasent, et de faire de vous des hommes, de vous restituer votre condition humaine. Et que je me battrai également pour l'augmentation du prix de l'arachide parce que c'était la culture de rente, la principale culture de rente du Sénégal. Et donc le paysanat se nourrissait, surtout en tout cas, trouvait un petit peu sa richesse dans cette culture. Et Senghor était très porté
envers les paysans en raison de leurs conditions. Il y a eu la sécheresse qui s'est installée dans le pays, surtout dans le nord. Donc il y avait par manque de pâturage, tous les troupeaux étaient disséminés. Les éleveurs faisaient un mouvement de population de transfert et de transhumance nord-sud pour à la recherche de moyens de subsistance. Et sur le parcours, il y avait des cadavres, et beaucoup de cadavres de bêtes, et beaucoup de personnes mortes de faim. Quand après une tournée dans la zone, je suis venu en conseil au président en disant que c'était plus qu'un drame, c'était une tragédie, le président s'est mis à pleurer en conseil de ministres. Absolument. Il a enlevé ses lunettes, il a essuyé ses larmes, il a donné des directives exceptionnelles pour venir très rapidement au secours de cette zone sinistrée. Dans les rigueurs de la campagne, il y avait parfois comme une fleur qui venait adoucir les mœurs, et le poète ou l'homme tout court s'oubliait devant tant de beauté de la nature. L'accueil était très chaleureux, et il a donc vu des jeunes femmes peules, dressées d'une certaine manière qui le rappelait, semble-t-il, les traditions pharaoniques. Il s'est enthousiasmé. Et de me dire, mais tu sais, tu la vois comme elle est belle. Alors, sa femme qui était derrière m'a dit, ah, tu vas entraîner mon mari à faire la cour, hein? Question de culture, aurait dit l'homme qui est convaincu que l'émotion est nègre. En 1966, il avait convié toutes les cultures de la diaspora au Festival mondial des arts nègres, pour, à travers les masques, les danses et les arts plastiques, sublimer cette émotion dont il a fait la réplique de la raison hellène. L'art, on le sait, est le domaine où règne le nègre, disait Senghor, qui affirmait aussi qu'il préférait la compagnie des artistes à celle des écrivains. Vous savez que Senghor n'a pas eu toujours les meilleures relations avec les écrivains. Aux écrivains de sa génération particulièrement. Vous connaissez les différents problèmes qu'il y avait entre Sambel Ousmane, par exemple, et lui, jusqu'à l'orthographe de son film Tiedo. Mais c'était donc une génération qui n'était pas tellement une génération de fraternité. Il y avait beaucoup de problèmes. Et c'est dans ce contexte-là où Senghor était pratiquement seul, où les écrivains ne se fréquentaient pas beaucoup, en tout cas à l'époque. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il a eu à dire cette phrase. Mais je crois qu'il le disait aussi avec beaucoup de sincérité, parce que quand on regarde le contact mais que Senghor a eu avec l'art tout court, depuis le premier festival mondial des arts nègres, Senghor a montré toute sa passion et toute son érudition pour l'art. Ainsi donc, Senghor le poète n'avait pas les meilleures relations avec les écrivains. Il n'en avait pas plus en général avec les intellectuels sénégalais, surtout les universitaires, dont il était essentiellement séparé par l'idéologie politique. Il était opposé à Cheikh Anta Diop, mais n'en reconnaissait pas moins ses qualités savantes, à défaut de reconnaître son parti. Je me souviens quand Cheikh Anta Diop, toujours le même, il devait se présenter au Caire dans les années 70 pour défendre. Il avait là-bas une dernière confrontation intellectuelle avec les savants du monde sur ses thèses, c'est-à-dire l'origine noire de la civilisation des pharaons au bord du Nil. Cheikh Anta voulait que j'y aille et que je l'accompagne, que je me fasse accompagner par un journaliste du Soleil pour couvrir l'événement. Il avait raison, parce que par-delà sa personne, c'était toute la race noire qui était interpellée. Nation nègre et culture, c'est pas pour Cheikh Anta, c'est pas pour le Sénégal, c'est toute l'Afrique. Mais malheureusement, le Soleil n'avait pas suffisamment d'argent pour y aller, tant que la conférence allait durer 1 semaine ou 10 jours même. Et je le lui dis. Il me dit, c'est dommage, j'aurais tellement voulu qu'on couvre cet événement-là et que le Sénégal sache, que tout le monde sache. J'ai dit oui. Mais sans rien lui dire. Dès que Cheikh Anta a raccroché, je suis allé voir Senghor pour dire voilà le problème de Cheikh Anta. Moi, je n'ai pas d'argent pour le faire, que faire? Senghor, c'est ce que Senghor m'a répondu. Et c'est à l'époque où Cheikh Anta était le plus virulent adversaire. Il me dit, on ne laissera pas Cheikh Anta Diop tout seul sur les bords du Nil. Désigne-moi quelqu'un, c'est moi qui paye le billet et le séjour.
Il a sorti 5 millions qu'il m'a remis. J'ai payé le billet du bonhomme foncier, il me dit, et je ne veux pas qu'on le sache, n'entends pas la personne. Surtout pas chez Anta Diop. En politique, on est rarement prophète. L'essentiel est d'être humble devant les faits. Le RND de Cheikh Anta Diop n'a pas eu la même existence légale que le Parti africain de l'indépendance, sorti de la clandestinité en 1976 et reconnu comme troisième courant politique du Sénégal. Mais pour son leader Majmout Diop, cette reconnaissance a un goût de prison et d'exil qu'il voudrait oublier et pardonner. J'étais à Bamako en exil, je travaillais à l'Institut de recherche des sciences humaines et il m'a fait contacter par son ambassadeur, Moustapha Cissé, pour me dire que si je demandais grâce, je pouvais rentrer au Sénégal. J'ai dit à son Excellence qu'il n'est pas question que je demande grâce. L'ambassadeur est revenu par la suite à la rescousse. Il m'a dit que bon, Senghor n'existe plus, que tu demandes la grâce, mais il veut, premièrement, que tu signes une déclaration comme quoi que tu ne poursuivras pas l'État du Sénégal. Et Senghor va te permettre de rentrer au Sénégal. Je dis que moi, en tout cas, je ne fais rien à l'extérieur d'extraordinaire. Je veux bien rentrer chez moi. J'avais une peine de 10 ans de réclusion sur le lot. Parce qu'après les événements de Saint-Louis, après ma prison, l'État a interjeté appel. J'ai été rejugé et condamné à 10 ans de réclusion. J'avais été condamné à 9 mois de prison, j'en avais fait 1 an et on m'a libéré. 3 jours après, l'État a interjeté appel. Donc j'avais une condamnation de 10 ans de réclusion criminelle. Donc, j'ai accepté de rentrer en posant mes conditions aussi. Il dit que moi, je suis prêt à signer un papier comme quoi que je ne ferai pas de recours en justice contre l'État du Sénégal. Mais deuxièmement, je voudrais premièrement qu'on m'assure que je pouvais reprendre mon parti là où je l'avais laissé. C'est-à-dire avec le même programme, le même mot d'ordre, la même appellation. Et deuxièmement, je suis un père de famille, je voudrais bien que l'État, qu'on me trouve un travail. Et quand je suis venu, j'ai vu Senghor. Vous avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré, c'est la troisième ou quatrième rencontre avec Senghor, la dernière d'ailleurs. La dernière ou l'avant-dernière en tout cas, je l'ai rencontré 4 ou 5 fois. Alors on s'est rencontrés, il m'a dit d'accord, qu'est-ce que vous faisiez? Il semble que vous étiez pharmacien. J'ai dit oui, j'étais pharmacien. Et j'ai été révoqué de l'administration coloniale pour abandon de poste. Il m'a dit que bon, en tout cas, nous, on est en train d'installer les pharmaciens sénégalais en titre privé. Si vous voulez, on prête de l'argent, vous vous installez. J'ai dit d'accord. Je ne percevais pas d'hostilité quelconque. Parce que, au fond, Senghor savait aussi reconnaître les hommes. Il avait aussi cette faculté de reconnaître les Sénégalais tels qu'ils sont. Et il m'avait assez suivi pour savoir quel homme j'étais. Et je ne peux pas dire qu'il y avait de la rancœur vis-à-vis de moi, ou de la haine. Au contraire, peut-être même un certain complexe de culpabilité vis-à-vis de moi. Et ce qui le disposait à essayer de redresser le tort qu'il m'avait fait. Parce qu'il m'avait fait un tort visible, parce que c'est sur cette base d'indépendance qu'on s'est séparés en définitive. Aujourd'hui, l'homme qui a soulevé tant de passions a 90 ans. Il n'a plus cet âge où il organisait des tournois de ping-pong pour sa petite famille. Il n'a plus cet âge où il faisait 15 tours de piscine pour se maintenir en forme et pour, confiait-il, être beau comme Apollon. Il n'en regarde pas moins l'avenir, malgré quelque inquiétude pour sa santé. Il ne veut pas manquer le rendez-vous presque obsessionnel de l'an 2000. Oui, bon, je crois que ce problème a été largement, disons, interprété par la presse. Mais je dois dire que, heureusement, à la fin, les spécialistes ont pu circonscrire le mal et l'homme est redevenu tel qu'il était. Il continue à faire du sport, mais cette fois-ci, il fait beaucoup de marches par rapport à son âge. Il fait beaucoup de marches, le matin comme le soir. Vous savez, tout le monde était inquiet, et sa femme, tous ses amis. Mais avec beaucoup d'humour, le président Senghor nous disait toujours « Mais Boukounta, j'ai promis à ma femme de vivre jusqu'à l'an 2000 et j'entends respecter ma promesse. » Nous légiférons pour l'horizon de l'an 2000. Après, nous verrons. Lewo mad man oy hole man bayakan lewo korjo jogo jiye sengor
Lewo mad man oy hole man bayakan. Lewo korjo jogo jiye sengor.